Le lendemain de la cérémonie de l'héritage, Subai se réveille. Quelqu'un l'a probablement emmené ici étant donné qu'il s'est évanoui. La magie du totem. Maintenant, cela fait sens. Il s'agit d'une sorte de script qui a évolué de sorcier en sorcier. On dirait bien que sa vision s'est améliorée alors qu'il était pourtant myope. Son corps a aussi l'air plus puissant. Il fait appel au système afin de consulter ses statistiques. En effet, la plupart des chiffres ont doublé sans oublier l'addition du pouvoir magique. Alors, il est évident qu'une différence puisse être ressentie. D'après le système, l'esprit et le pouvoir magique semblent être liés. Si la magie se manifeste grâce au pouvoir spirituel, alors les compétences du système pourraient être considérées comme une réserve secondaire. Notre protagoniste décide à présent d'ouvrir les récompenses. Comme cela fait longtemps, le système annonce que plusieurs sont disponibles. Subai décide de tout prendre. Il reçoit un couteau de cuisine ainsi qu'un e-book ajouté au système. Il ne serait pas surpris de recevoir du papier toilette, un de ces quatre. Le livre sur la création du textile de lin semble plus intéressant. La plupart des gens de cette tribu ne portent que des peaux d'animaux, alors il pourrait tenter de créer des habits. Une voix lui demande s'il est réveillé. Le chef du village s'excuse pour l'avoir interrompu pendant son repos. Il doit à présent prendre ses affaires pour aller dans la hutte principale. Subai est surpris. Il s'agit pourtant de celle du vieux sorcier, mais il répond qu'à présent, le magicien du village, c'est lui. La tribu a donc besoin qu'il la guide. Notre protagoniste lui demande ce qu'ils ont fait du corps de son prédécesseur. Kangxi apparaît derrière et dit qu'ils l'ont incinéré. Voici la seule chose restante. Subai pense qu'il s'agit d'une relique. Dans son monde, ce genre de pierre précieuse aurait beaucoup de valeur, même s'il n'est pas tout à fait sûr que ce soit le cas ici. D'après les légendes qui lui ont été transmises, les gens au mérite infini laissent ce genre de trésor après crémation, alors il la gardera précieusement. Une fois avoir reconquéri leur terre ancestrale, il bâtira un temple afin de prier. Ce n'est que le début de la reconstruction. Lorsqu'il se trouve dans sa nouvelle hutte, il demande à ses acolytes de lui donner la situation actuelle de la tribu et de ses réserves. Le lion explique qu'il ne reste plus beaucoup de viande, c'est à peine assez pour nourrir les guerriers du totem, mais il est très difficile d'en garder pour les 6 soldats de réserve. Subai est surpris qu'ils soient si peu nombreux. Au départ, il y en avait 26, mais un grand nombre furent emportés par la tribu des serpents noirs. Actuellement, ils doivent soit être morts, soit réduits en esclavage. Notre protagoniste ne doute pas que ses ennemis soient bien plus avancés. Il devrait se renseigner sur la menace qu'ils représentent. Yan Jiao le rassure, il ne risque pas d'être attaqué pour l'instant. Ici, la terre est un peu infertile, alors ça ne les intéresse pas. Par contre, même s'il n'y a pas beaucoup de concurrence, là où il se trouve, la chasse est déplorable. Trouver une simple proie peut prendre une journée entière. Pour en avoir assez, il faut en moyenne 3 jours. D'après Subai, ces conditions sont à la fois bonnes et mauvaises. Si récupérer de la nourriture semble compliqué, cela veut aussi dire qu'ils ne sont pas une cible facile, et pourront continuer à faire grandir la tribu en certain temps. La façon actuelle de la tribu à tout faire par la chasse pourrait bien causer sa perte. Il demande ce qu'ils savent à propos des tissus. Kangxi dit que le lin est très rare et seulement utilisé par les grandes tribus. Depuis qu'il est tout petit, il rêve d'en garder pour l'offrir aux nouvelles générations. À chaque fois qu'il y en a au marché de la tribu des cerfs léopards, il finit par être volé aussitôt. Seulement 3 réserves de viande séchée peut être échangées contre un rouleau de cette matière. Subai demande combien pèse une seule réserve. Le chef dit d'attendre une seconde. À peu près comme ça. Dans ce cas, il demande la taille que fait un rouleau. Cette fois-ci, Yan Jiao demande au lion de s'allonger. Avec cette largeur, il devrait arriver depuis l'endroit où il est assis jusqu'à l'entrée. Avec une telle différence de quantité, il est clair que vouloir monopoliser la viande ne semble pas une bonne monnaie d'échange. Dans ce cas, le premier objectif de la tribu sera de complètement régler le problème de famine. Un peu plus tard, les guerriers semblaient chercher quelque chose au sol. L'un d'entre eux se plaint au chef. Il ne recherche pas une proie mais de l'herbe. Cela a l'air d'être une perte de temps. Kangxi le cogne. C'est pour le futur de la tribu. Le lion repense aux paroles de son sorcier. Il leur a annoncé qu'il sait comment créer du lin. Subai leur a demandé de ne pas le crier fort. Si quelqu'un l'apprend, ils deviendront à nouveau des cibles. La prochaine fois qu'ils partent chasser, ils devraient chercher une certaine plante. Elle permet de le fabriquer. Et grâce à ça, tout le monde pourra manger à sa faim. Contre toute attente, on dirait bien que le sorcier lui a confié une tâche importante, alors il se doit de la mener à bien. Pendant ce temps, Subai réfléchissait dans l'attente. Actuellement, leurs réserves sont assez pour tenir 15 jours. Si on enlève 3 jours de voyage, il en reste 5 pour préparer les ingrédients. C'est tendu. Même en envoyant Kangxi et Yan Jiao, il n'est pas sûr qu'il puisse trouver le matériau nécessaire. Et même s'il le trouve, comment devrait-il s'y prendre? Pourrait-il l'apprendre à tout le monde? Subai pense que la méthode devrait rester secrète. La donner dans son intégralité ne semble pas idéal. Si seulement il avait un assistant de confiance, cela lui permettrait de lui enseigner la méthode complète pour déléguer la tâche, en faisant travailler les autres par étapes individuelles. Le pire scénario serait de ne pas pouvoir en trouver, alors il doit penser à un plan de secours. De plus, il a encore bien d'autres problèmes, comme l'eau, le sel et l'hygiène. Juste penser à tout ça lui donne déjà mal au crâne. Notre protagoniste est juste un écrivain, il avait déjà des difficultés pour s'entretenir lui-même, alors il se demandait s'il pourrait vraiment remplir ce rôle. Une voix lui demande ce qu'il est en train de faire. Yan Hua pense qu'il ne se sent pas bien. Elle colle son front contre le sien. Son corps n'a pas l'air trop chaud. Subai recule. Est-ce qu'il est venu ici pour l'espionner? Elle répond que non. Elle le regarde ouvertement. Son père et les autres sont tous partis, alors elle se doit de faire de son mieux pour le protéger. Subai lui demande si elle est fiable. Elle l'attrape en colère. Fiable ou non, c'est toujours mieux qu'un type qui déprime. En plus, c'est la plus forte des soldats de réserve. Notre protagoniste lui demande de se calmer et de s'asseoir. Les sorciers devaient-ils toujours régler tous ces problèmes seuls par le passé? Yan Hua a dit que non.
Le sorcier a normalement un assistant, alors il est curieux de savoir pourquoi le précédent n'est pas venu l'aider. Elle explique que durant leur combat contre les serpents noirs, ils se sont tous sacrifiés pour protéger le sorcier. Subai comprend. Ses ennemis ont souhaité cibler le pilier de la tribu. Dans ce cas, il demande si elle connaît quelqu'un qui pourrait l'aider. De préférable, une personne intelligente qui travaille dur avec aussi de bonnes idées. Yanhua demande s'il ne s'agirait pas d'elle. Il n'est pas très bon pour exprimer son opinion à voix haute. Subai lui dit d'arrêter. Elle ne remplit aucune des 3 cases. En boudant, elle demande pourquoi il n'a pas choisi une Miko. Mais notre protagoniste ne sait pas ce que c'est. Il s'agit d'une femme qui s'occupe de sa vie de tous les jours, qui nettoie, qui conseille et qui donne des instructions. Subai dit que c'est exactement ce qu'il cherche. Il lui demande si elle connaît une personne pouvant remplir ce rôle. Même si elle est hésitante, elle semble avoir quelqu'un à l'esprit. Un souvenir de son père apparaît. Il lui conseille de devenir la Miko de Subai alors qu'elle ne le souhaite pas. Yan Jiao lui demande si elle ne l'aime pas. C'est pourtant une bonne opportunité. Elle apprécie et elle sait que cette offre est importante, mais cela irait contre son idéal. Elle souhaite toujours devenir une guerrière afin de venger ses compagnons. Subai l'appelle alors qu'elle était plongée dans ses pensées. Il lui demande si c'est la bonne direction et Yanhua répond qu'ils sont arrivés chez son ami. Subai demande si elle vit seule. Elle répond que non. Il s'agit d'un lieu de travail. Notre protagoniste décide de jeter un œil à l'intérieur. Des personnes semblent y travailler le tissu. Une jeune fille s'y trouvait, avec des oreilles et une queue de renard. Alors qu'elle maniait paisiblement un fil, Subai se dit qu'il s'agit sûrement de l'ami dont Yanhua a parlé. Elle demande ce qu'il en pense. Notre protagoniste répond qu'elle est jolie, mais elle a aussi l'air faible. Yanhua dit qu'elle est pourtant très gentille, même si des fois elle peut paraître un peu têtue. Elle est la nièce de Kangxi. Ses parents sont morts quand elle était encore jeune, alors elle a été élevée par sa tante. Celle-ci est récemment tombée enceinte. Alors cette fille nommée Yu Ying est revenue vivre avec elle. Elle a souhaité ne rien manger afin que sa tante tienne le coup. Subai pense qu'elle a fait le bon choix, mais Yanhua ne comprend pas, elle aurait pu manger de la viande tous les jours chez Kangxi. Ici, elle n'a droit qu'à des racines. Il répond qu'elle connaît la différence entre donner et recevoir. Il peut la comprendre, alors qu'il avait une vision d'un jour pluvieux accompagné de son père, à l'entrée d'un hôpital. Une des femmes qui travaillait avec Yu Ying lui dit qu'elle devrait retourner vivre avec l'oncle Kangxi. En restant ici, elle va seulement souffrir. Une autre lui rappelle que ses parents étaient les piliers de la tribu. Étant donné qu'elle soit aussi jolie, elle devrait pouvoir servir le nouveau sorcier si elle le souhaite. La fille en question rougit et dit qu'elle ne mérite pas ce rôle. Elle est persuadée que l'honorable magicien ne l'aimerait pas, mais ses proches répondent qu'elle n'a rien à perdre. Ils sont persuadés qu'elle le regrettera de n'avoir pas essayé toute sa vie. Yu Ying réagit avec timidité. Il est vrai qu'elle voulait occuper cette place, mais elle n'arrive pas à se décider. Elle ajoute que c'est pourtant impossible. Cette place revient à Yanhua. Quand elles étaient encore petites, elle souhaitait devenir une Miko elle aussi. Subai la regarde confus alors qu'elle est tout à coup gênée, avant de rentrer en colère à l'intérieur. Comment peut-elle dire quelque chose comme ça devant tout le monde? Yu Ying est apeurée. C'est pourtant ce qu'elle disait avant. Était-elle en train de l'espionner? Subai rentre en disant qu'il souhaitait l'observer. La pauvre fille était dévastée. Le sorcier a entendu tout ce qu'elle a dit. Il vaudrait mieux qu'elle aille se cacher pour toujours à un endroit où personne ne peut la reconnaître. Notre protagoniste lui dit qu'il a quelques questions pour elle. Après tout, elle a quand même besoin de quelques connaissances basiques. Il lui demande si elle sait écrire. Les autres femmes étaient choquées. Si Subai sait écrire, alors il est une personne incroyable. La fille s'excuse, les larmes aux yeux. Elle ne sait pas le faire. Il demande à Yanhua si la question était trop sérieuse. Elle répond que oui, seules les plus grandes tribus peuvent faire cela. Dans ce cas, il souhaite juste savoir si elle est prête à devenir une Miko. Étant donné qu'il manque de connaissances sur ce monde, il vaut mieux arrêter avec les questions. Yanhua dit qu'elle a décidé de devenir guerrière pour venger ses amis. Seulement elle peut remplir ce rôle, et Subai dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter de l'opinion des autres. Yu Ying dit qu'elle est trop timide et fait tout le temps des erreurs. Notre protagoniste se relève, il ne va pas la forcer si elle est hésitante, et dit à Yanhua qu'ils s'en vont. Alors qu'il marchait, celle-ci le rattrape en lui demandant pourquoi agir comme ça. Il est vraiment cruel. Yu Ying est timide et faible. S'il la laisse tomber, alors elle se détestera pour le restant de ses jours, en disant qu'elle est inutile. Subai n'a jamais dit qu'il ne souhaite pas de son aide. Les opportunités doivent être prises par soi-même et non les autres. Si elle souhaite vraiment devenir une Miko, alors elle doit se décider. Au loin, une silhouette se dessine. Yanhua a été heureuse en pensant que c'est son amie, mais il s'agissait d'une des autres dames qui souhaite lui donner un cadeau de son atelier. On dirait bien que cette fille a abandonné. Mais alors qu'il s'apprête à repartir, la dame leur dit d'attendre Yu Ying qui arrive. Elle est faible alors elle court lentement. Une autre personne arrive au loin. La fille en question transpirait et était totalement essoufflée, mais elle le regarde avec détermination. Elle souhaite vraiment devenir Miko. Suite à sa déclaration, elle pleure devant Yanhua. Celle-ci la rassure. Il l'a acceptée, alors il vaut mieux qu'elle se calme. Mais Yu Ying dit que ce sont des larmes de joie. Elle n'a jamais osé devenir une Miko. Alors c'est si soudain. Yanhua s'adresse à Subai. Son test était tout de même trop simple. Est-ce que ça suffira vraiment? Notre protagoniste répond qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Et son tempérament fait d'elle une bonne assistante. Elle taquine alors Yu Ying. Quand elle rigole comme ça, on dirait un petit chat. Mais celle-ci dit d'arrêter de se moquer d'elle. Même si leur comportement est inquiétant, au moins elles sont mignonnes. Alors il dit à Yu Ying de nettoyer son visage en larmes afin qu'ils commencent leur travail. Elle le regardait confuse. Ils n'ont presque plus d'eau, il n'y a pas moyen qu'elle se lave. Subai avait les yeux grands ouverts. Avant de faire 10 pas en arrière, les gens de cette tribu
quand est-ce qu'il se lave? Elle le fait durant la saison des pluies. Ce sont des connaissances de base. Est-ce que ça veut dire que c'est une fois par an? Avec quel genre de créature bizarre est-il en train de passer son temps? Yuding demande avec timidité si c'est vraiment important. Évidemment, s'ils veulent établir un système de sanitaire propre, alors ils ont besoin d'eau. Cela leur servira aussi pour l'irrigation des plantations. Yanhu a dit qu'il y a un lac dans la forêt au sud-est, mais des bêtes très puissantes rôdent là-bas. Seuls les guerriers du totem peuvent s'en approcher, et peuvent en ramener seulement assez pour boire. Subai lui dit qu'il a absolument besoin de voir ce lac. L'eau est la source de la vie. Ils doivent régler ce problème en premier. Les deux filles le retiennent. Il ne doit surtout pas quitter le village. C'est trop dangereux dehors. Mais il répond que le réel danger est ici. Yuying explique qu'il y a de terribles rumeurs. Lorsque les guerriers du totem n'ont pas de tribu, ils vont kidnapper des sorciers de petites tribus afin de forcer la cérémonie de succession avec l'un d'entre eux. Et après cela, ce sera seulement la mort qui l'attend. C'est pour ça que la règle de rester dans le village a été instaurée. Subai est choqué, il n'était pas au courant. Les guerriers du totem sont stationnés autour. C'est pour ça que les ennemis ne s'approchent pas. Il y a seulement 11 guerriers du totem dans cette tribu. 6 partent chasser et les 5 autres restent. Cette façon de faire ruine leurs efforts. Il faut au moins régler cette histoire d'eau en premier. Alors qu'ils étaient partis, Yanhu a remarqué une personne très rapide. Il s'agit de la fille chat de la tribu chargée de monter la garde. Elle a remarqué la présence d'un guerrier parti chasser mais l'a attaqué par erreur. C'est donc la force des guerriers du totem. Leur vitesse est trop élevée pour ses yeux. Si Subai était la cible, alors il serait mort instantanément. Le guerrier demande au sorcier ce qu'il fait à l'extérieur du village. Il devrait mieux y retourner, mais Subai refuse. Il est venu inspecter le lac. Aussi, il demande pourquoi il est revenu seul. L'homme loup se rappelle de quelque chose d'important. L'un d'entre eux a été blessé. S'il n'est pas vite soigné, la mort l'attend. Notre protagoniste dit de vite l'emmener. Pendant ce temps, le chef du village demande à l'homme aigle de tenir le coup. La griffe noire est partie à la tribu pour chercher de quoi le soigner. Le souffrant dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il vaut mieux qu'il le laisse ici, sinon les bêtes seront attirées par l'odeur de son sang. Il demande à Yanjiao de laisser sa portion de viande à son fils. Un jour, il sera un guerrier du totem lui aussi. Le chef inquiet lui dit qu'il lui reste encore des forces pour parler. Alors il devrait arrêter de penser et attendre une minute. Soudain, un bruit apparaît dans les buissons. Le garde jette aussitôt sa lance, mais il s'agissait des membres de la tribu. Yanjiao demande pourquoi la fille chat est revenue avec lui ainsi que le sorcier. Il était aussitôt en colère. Pourquoi ramener autant de monde malgré les dangers de cet endroit? Subai dit de ne pas le gronder. Il est celui qui a incité pour venir et il a aussi un moyen de le soigner. Cette blessure est très sérieuse. La plupart des gens ne pourraient pas l'endurer. Cette fois-ci avec la force d'un guerrier du totem. Sa compétence de soin devrait marcher. Yanhu a pensé que la magie prenait au minimum 30 jours avant d'être apprise, tandis que Yuying n'a jamais vu quelqu'un lancer un sort sans incantation. Le chef était choqué. Ce nouveau sorcier est incroyable. Le sort a l'air de marcher, mais au niveau 1, son efficacité est limitée. Alors il va tenter de le lancer plusieurs fois. Quelques instants plus tard, il était complètement guéri. Yanjiao dit qu'il devrait mieux retourner au village dans son état. Celui-ci pense qu'il peut encore combattre. Même s'il a des ailes d'aigle, on dirait bien qu'il provient du clan des canards pour parler autant. Avec lui ici, ils ne pourront pas protéger convenablement le sorcier. Yanhu a sermonne Subai. Même un guerrier du totem comme lui est en danger ici. Les créatures de cet endroit sont toutes différentes et classées en 3 catégories. Les mixtes, les pures et les héritières. Les guerriers du totem ont également une classification similaire, et seulement ces 5 personnes ont atteint le haut niveau dans cette tribu. Lors de combats, leur principal point faible n'est autre que les attaques à distance, car ils sont des combattants de mêlée. Le chef du village demande aux 2 guerriers de ramener Subai dans un endroit sécurisé, mais celui-ci dit qu'il doit au moins voir la source d'eau. Yanjiao répond qu'il y a trop de bêtes, ils ne pourront pas assurer sa protection. Mais notre protagoniste dit qu'il est impératif de régler les problèmes d'eau. Même s'ils survivent maintenant, à ce rythme, la tribu est vouée à s'éteindre. Subai n'a pas d'autre choix que de risquer sa vie. Il ne laissera pas l'héritage de la tribu Yanlong disparaître par la peur de faire face à ses problèmes. Au fond de son esprit, Yanjiao pouvait voir son enfance, alors que le vieux magicien leur assurait. Subai avait parvenu à les convaincre. Il avançait maintenant, toujours suivi par sa Miko. Le chef leur dit soudain de s'arrêter. Ils sont arrivés. Après avoir attendu que le jour se lève, il était maintenant possible de clairement voir le lac. Les 3 créatures qui y rôdent sont des loups de bois morts. Il s'agit de la même espèce qui a blessé l'homme aigle Maimang. S'occuper des loups n'est pas impossible, mais les ennemis les plus compliqués à abattre sont les crocodiles de roche au fond du lac. Ils sont les maîtres absolus de cet endroit et sont plus d'une douzaine. Même avec tous les guerriers du totem, ils pourraient à peine en abattre 2. D'habitude, pour récupérer de l'eau, ils attendent que les crocodiles retournent sur la terre ferme pour dormir, avant de repartir en courant. Subai se disait que sans guerriers du totem, ils seraient tous morts depuis longtemps avec cette méthode. Alors il devrait procéder autrement. Son idée est bien plus simple. Il suffit de creuser. Le lac est une piscine naturelle alimentée par la pluie et l'eau sous la terre. Si jamais la pluie était la principale source, alors il devrait y avoir des traces d'évaporation, mais ce n'est pas le cas. Ce lac provient donc essentiellement de sources terrestres. S'ils construisent un canal allant jusqu'au village, tous les problèmes de manque d'eau seront réglés. Même si les filles ne comprennent pas tout à fait, cette méthode semble plutôt intéressante. La griffe noire s'approche en disant qu'il excelle dans le domaine de creuser, alors que Subai demande s'il va bien. Ça a l'air d'aller, mais il a quand même un peu la tête qui tourne. Notre protagoniste en profite pour poser une question au chef. Pourquoi attaquer dès qu'on entend un bruit sans même savoir qu'il s'agit? S'il était la cible, alors il ne survivrait pas. Le chef dit que lorsque les soldats se trouvent dans les terrains de chasse, ils doivent se comporter comme des bêtes sauvages. Sinon, ils deviendront des proies eux-mêmes. Cela est surtout le cas la nuit. Frapper en premier est nécessaire pour augmenter les chances de survie. Entre des guerriers du totem de force égale, il n'y a pas de risque mortel, ou du moins pas autant que se faire dévorer par des bêtes sauvages. En plus, avec le nombre de soldats déjà très réduit, ils ne peuvent pas manquer de vigilance. Subai s'excuse pour être sorti du village, et le chef est heureux qu'il comprenne la situation. La griffe noire lui dit d'admirer
ses capacités. Mais notre protagoniste n'avait même pas encore donné ses instructions. Alors il lui donne la note splendide de 1 sur 10. Un peu plus tard, les guerriers du totem s'étaient dispersés pour surveiller les environs. Subai commande Yu Ying de montrer la bonne direction à la griffe noire, tout en demandant à Yanhua de retirer l'herbe qui traîne autour. Subai la regardait avec attention. Comme il s'y attendait en tant que future guerrière, son derrière est aussi entraîné. Yu Ying l'avertit que le trou devient de plus en plus humide. Le magicien dit que c'est bon signe. Notre protagoniste est heureux que les choses avancent bien, mais cela semble un peu trop beau. Il sent qu'il oublie un détail. Soudain, il demande d'arrêter de creuser pour aujourd'hui. Il se rend compte que s'il continue, les bêtes risquent de profiter du canal à leur place. Il leur demande s'ils connaissent un endroit où pousse le bambou, mais on dirait que seul lui connaît l'existence de cette plante. Il s'agit d'une plante solide avec une cavité à l'intérieur. Yanhua a dit qu'elle connaît des plantes proches de sa description. Le bois creux, le bois rouge et la plante sans cœur. Le chef veut savoir en quoi cela pourrait aider, et Subai répond que cela facilitera le transport de l'eau, tout en le cachant aux autres créatures. Un peu plus tard, un bruit retentit dans la forêt. Yanjiao abat un arbre avec son coude avant de le pousser pour qu'il tombe. L'épiderme est compact et résistant. C'est littéralement un tube naturel parfait pour y faire passer l'eau. Le chef du village lui avoue qu'il ne sait toujours pas comment il compte s'en servir. Yu Ying arrive au même moment pour lui dire que la griffe noire a trouvé une source d'eau. Subai lui expliquera le processus un peu plus tard. Dans ce trou profond se trouvait en effet une source d'eau. On dirait bien qu'il avait raison. Même s'il en avait seulement entendu parler, c'est la première fois qu'il tente quelque chose comme ça. La personne qui s'est occupée de creuser lui demande s'il s'agit du réservoir dont il parlait, et notre protagoniste le confirme. Puisqu'un canal serait envahi par les bêtes, alors ils ont à la place besoin d'un puits. Yanhua a été toute joyeuse. Ils n'ont plus qu'à creuser un trou au village pour y trouver de l'eau. Mais Yu Ying répond que si c'était aussi simple, Subai ne se mettrait pas en danger. Cela est seulement possible car le lac est ici. La position du village est problématique. Il n'y a pas beaucoup de végétation et le terrain est assez aride. Yanjiao est toujours curieux par rapport au tronc d'arbre. Subai répond qu'il va transporter l'eau en l'enterrant sous la terre. Ainsi, l'eau qui déborde du lac ira directement à l'intérieur. Il suffit de répéter le processus jusqu'à arriver au village. Ses accompagnateurs étaient choqués par son ingéniosité. Il mérite vraiment son titre de sorcier. Pourtant, Yu Ying ne comprend pas un détail. L'eau du lac est censée se disperser aux alentours et donc dans le tuyau. Pourquoi le réservoir n'a-t-il pas cet effet, s'accumule à la place? Cela est car la pression du lac est beaucoup plus élevée comparée à l'eau du réservoir. Alors même si l'eau rentre dans la terre, cela reste minime. Évidemment, il faut aussi prendre en compte la qualité du sol. Mais ici, ça a l'air d'aller. Les connaissances qu'il a gagnées durant son métier d'écrivain se sont avérées utiles cette fois-ci. Maintenant que tout est clair, il est temps de se mettre au travail. Il demande à Yanhua, Yu Ying et la griffe noire de lui trouver des branches et des feuilles pour cacher l'existence du puits aux bêtes des alentours. Une fois cela fait, Yanhua et la griffe noire s'occuperont de monter la garde autour du puits. Il demande enfin au chef de rentrer avec lui pour faire un rassemblement des membres de la tribu. Dans les prochains jours, les problèmes d'eau seront totalement réglés. Alors ils doivent travailler ensemble pour que ce tuyau soit directement relié jusqu'ici. Les habitants crient tous ensemble pour se motiver. Les guerriers du totem seront temporairement remplacés par les réservistes pour monter la garde et seront menés par Mai Mang, l'homme aigle. Les soldats du totem s'occuperont de monter la garde sur le lieu de travail. Ils ne doivent pas être dérangés pendant cette opération. Enfin, il faut impérativement que la direction des tuyaux soit descendante jusqu'ici. Sinon, l'eau ne viendra pas. Un peu plus tard, un travailleur demande à Subai comment connecter les troncs. L'eau finit toujours par sortir de l'intersection. Rien de compliqué. Il doit les tailler sous cette forme de manière à ce qu'ils s'emboîtent. Après ces explications, notre protagoniste reçoit encore une multitude de compliments, mais a du mal à les accepter. Après tout, ses idées proviennent de sa société d'origine et non son génie. 2 jours plus tard, les tuyaux étaient emboîtés, laissant l'eau s'écouler jusqu'au village, alors qu'ils crient tous de joie. Ils n'auraient jamais cru ça possible et remercient tous le sorcier pendant que Yu Ying les écoutait depuis l'intérieur. C'est extraordinaire, ils sont tous en train de l'acclamer. Mais Subai dit qu'il a juste émis ses idées. C'est grâce au travail de tout le monde. Au départ, ils pensaient que cela prendrait une semaine, mais ils ont réussi à finir en seulement 2 jours. En plus, le réservoir du village est déjà en place. Les habitants de ce monde sont vraiment surhumains. Notre protagoniste dit à Yu Ying qu'il souhaite implémenter de nouvelles règles dans la tribu. Il s'agit de boire de l'eau chauffée. La fille s'adresse aux habitants à l'extérieur pour leur apprendre la nouvelle. La plupart étaient confus et ne comprenaient pas pourquoi. Elle explique qu'il y a des insectes invisibles à l'œil nu, alors il faut la faire bouillir pour les tuer. La plupart pensent que ça ne fait pas de sens. Et comment le sorcier pourrait-il connaître leur existence s'il ne les voit pas non plus? Le chef dit que ce n'est pas grave. Lorsqu'ils n'ont pas de nourriture, ils attrapent de gros insectes pour en manger en dernier recours. Yu Ying ne parvenait pas à les convaincre. Elle tremblait et ne savait pas quoi faire. Cette fille a du mal à débattre, mais si ça continue, elle risque d'entacher l'image du sorcier. Alors elle se doit de changer. Elle dit à tout le monde de se taire avec énervement. Le sorcier a dit qu'il y a des chances pour que personne ne comprenne, mais il compte tous les protéger. Les personnes qui désobéissent sont libres de faire comme bon leur semble, mais qu'ils ne viennent pas se plaindre si un malheur arrive. Tout à coup, les villageois se disent qu'il vaut mieux écouter ce qu'elle dit. Après tout, beaucoup de membres sont déjà morts d'une diarrhée inexpliquée. Dans la soirée, Subai est heureux et espère que la méthode de faire bouillir l'eau sera employée. Il demande à Yu Ying si elle a pensé à préciser le fait qu'ils doivent tout de même faire refroidir l'eau avant de la boire. Mais tout a l'air en ordre. Notre protagoniste a parlé avec le chef de tribu. Apparemment, avant ils étaient plus de 10 000, mais maintenant il n'y a plus qu'une centaine de personnes. Il est très complexe d'augmenter le nombre d'habitants, alors il devrait minimiser les morts. Boire de l'eau saine n'est que la première étape. À présent, il faut améliorer la nourriture et l'hygiène. Enfin, il doit améliorer sa capacité de soins contre les accidents graves. Yu Ying est en train de poser de la paille pour dormir. Subai lui demande ce qu'elle est en train de faire et elle répond qu'elle dort ici à présent. Il était un peu confus. La fille ajoute qu'une Miko est censée vivre avec son sorcier. Est-ce qu'elle ne lui convient pas? Notre protagoniste dit que ce n'est pas vraiment ça, mais les formes de son corps...
On dirait qu'il aura du mal à l'endurer. Alors que la nuit était déjà tombée, Subai ne parvenait pas du tout à trouver le sommeil. Il lui demande un peu gêné si elle a besoin d'être aussi proche. Celle-ci répond que même si elle n'est pas guerrier du totem, si un ennemi apparaît, elle gagnera du temps pour qu'il s'échappe. Mais actuellement, la chose la plus dangereuse, c'est elle. Il y a encore pas mal de choses à faire demain, alors il souhaite vite s'endormir. Dans ce cas, il va essayer de compter des moutons. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, 1 Yanhua, 2 Yanhua, des fesses? Ah, il n'y a rien à faire, il ne pourra jamais dormir dans cette situation. On dirait qu'il ne pourra pas la faire partir. Si jamais il la chasse, alors des gens se moqueraient d'elle. Dans ce cas, il décide à la place d'entraîner ses compétences de soins. Il ne peut pas vraiment demander à quelqu'un de l'aider pour ça, alors il devra le faire sur lui-même. Même si ça sera désagréable, il doit augmenter son niveau pour faire face aux problèmes futurs. Il se taille le doigt et commence à utiliser le sort sur lui-même, dans l'espoir de progresser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. L'auteur de cette histoire est mort durant sa création. Alors pour une fois, je vous demande de vous retenir, de demander la suite. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours beaucoup d'autres vidéos de prévues. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.